Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous allons parler de la victoire d'Alexander Levy. Le Français a remporté son 5e titre sur le Tour européen, c'était au Maroc. Nous parlerons également de Victor Dubuisson, absent du trophée Hassan II et forfait pour 6 mois. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous, Martin Coulon et Rémi Rivière du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Bonjour à tous. Salut JPto, salut tout le monde. Allez, première victoire française de la saison, elle est tombée la semaine dernière au Maroc. C'était Alexander Levy, il a remporté le trophée Hassan II, son 5e titre sur le Tour européen. Martin Coulon, vous y étiez avec Rémi Rivière. Alors comment vous l'avez trouvé, Alexander? Totalement nul, c'est une victoire pourrie. Une victoire géniale, c'est génial de le voir mettre entre guillemets les wagons dans l'ordre, Alex. Je dis ça parce que c'est quelqu'un qui a changé beaucoup dans son entourage il y a quelques mois, maintenant quelques années de ça, puisqu'on compte en gros mois, donc presque en année. Et là, ça paye quoi. Ça paye vraiment. Et cette semaine, moi, je dis je, mais je peux même dire nous avec. Oui, parce qu'en plus, c'est pas si souvent qu'on se déplace sur les tournois. Et en plus d'avoir une victoire française, c'est. Ah ouais, c'est un peu la fête du slip, j'ai envie de dire. Ouais, puis au Maroc en plus, encore mieux. Ouais, non, mais c'était rigolo parce que c'était presque un peu le deuxième Open de France, parce qu'il y a beaucoup de francophones, il y a beaucoup de Français même là-bas à Rabat, et Alex a été vraiment soutenu toute la semaine par une vraie colonie assez imposante de Français et de Françaises. C'était vraiment chouette. Et non, mais ce qui est génial, c'est en cette année de Ryder Cup de le voir. Alors, évidemment qu'il n'est pas encore Ryder Cup, évidemment, je suis sûr qu'on va en reparler, mais cette victoire-là, c'est un énorme pas en avant vers ça, quoi. Et ça prouve qu'il a envie, et ça prouve qu'il a le niveau pour s'imposer encore une fois sur le Tour européen. Alors, vous étiez au plus près de l'action la semaine dernière, vous avez eu justement la chance de pouvoir échanger quelques mots avec Alexander juste après. La chance. Il a une chance exceptionnelle, un privilège même d'échanger quelques mots avec Alexander juste après sa victoire. Et bien justement, on va écouter cette réaction d'Alexander Levy. Je réalise pas trop encore. C'est une journée. Ça a été tellement dur que je suis tellement content de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Et c'était une journée incroyable. Voilà, comme tu as pu suivre, c'était vraiment dur. Parcours compliqué, un parcours de majeur. Et voilà, je suis très content. Alors Alexander le disait, il était très fatigué. C'est un parcours qui use ce parcours Dar es Salaam. Ouais. Est-ce que il a été vraiment éprouvé par cette semaine à cause du parcours? Alors moi je l'ai pas trouvé plus éprouvé que ça. Je l'ai trouvé plutôt à garder une intensité de dingue justement jusqu'au bout. Donc ça prouve bien que tout le travail physique qu'il entreprend depuis 2-3 saisons avec Fabien Le Faucheux, pour pas le citer, qui est son entraîneur physique, paye une nouvelle fois, parce que garder ce niveau, encore une fois je le répète, d'intensité, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, c'est cette espèce de façon dont il a envie de vivre chacun de ses coups à quasiment 200 milliards de pourcents. Et sur le parcours pas le plus simple du Tour européen. Au moins 200 milliards, Martin. 200 milliards et 1 peut-être. Et en plus sur un des parcours du Tour européen qui est clairement l'un des tracés les plus exigeants. Avec des greens diaboliques, vous l'avez dit. Parcours de majeur, il vient de dire, Alex. Parcours de majeur. Il exagère un peu. C'est pas exagéré, parcours de majeur. Si, sûrement, mais si. Mais c'est sûr. Non, mais en tout cas, le champ en face, c'est pas un champ de majeur. Le tracé en lui-même, et si on lui met un peu plus de rough et si on met des greens beaucoup plus rapides, ce qui ne pouvait pas être vu les pentes complètement diaboliques sur ce parcours rouge de Dar es Salaam qui a été modifié en amont du tournoi, on peut potentiellement se dire tiens, on va se rapprocher d'un tournoi majeur. Ça bonifie une victoire justement, gagner sur un parcours de ce calibre. Parce qu'on sait qu'il avait gagné au Portugal sur 2 tours. C'est sûr que c'est encore plus dur de gagner sur un. Il le dit lui-même, il est éprouvé à la fin du tournoi. C'est sûr que c'est plus dur de gagner sur un parcours compliqué. En tout cas, c'est plus valorisant à la fin que remporter un concours de putting. Ça, c'est sûr que ça prouve que son golf est en place, que tout est en place. Martin, ça l'est d'autant plus qu'on a vu des scores complètement ahurissants pendant ce tournoi. Moi, j'ai vu plus d'une dizaine de 80, enfin des trucs. Alors, on parle quand même. Ok, c'est pas le méga champ du tour comme on peut
on pourra l'avoir pendant les Rolex Series, mais il y avait quand même 2-3 cadors. Il y avait Thomas Pieters qui a passé le cut, mais ric-rac de chez ric-rac et qui finit en fond de tableau. Enfin, on parle quand même d'un joueur de Ryder Cup de 2016 et d'un des meilleurs. On a vu des scores très gros, notamment très lourds, notamment Sébastien Gros qui avait fait 80-79, ouais, il me semble. Ça va très très vite en fait. Ça va très très vite parce qu'on se rend peut-être pas forcément compte à l'écran, mais les lignes de jeu sont assez exigeantes, enfin les lignes de jeu du départ. Et évidemment les greens étaient un peu lents, voilà, parce que voilà, comme on vient de le dire, ces greens-là ont été retravaillés peut-être un peu à l'extrême avec des pentes dans tous les sens, mais c'était limite un peu délirant. Et les zones de réception pour aller choper les drapeaux étaient extrêmement tenues, petites quoi. Donc ouais, ça rend cette victoire encore plus belle parce que c'est un vrai test de golf et qui teste tous les compartiments du jeu. C'est ça qui m'intéressait toute cette semaine chez Alex, c'est qu'il n'y a pas eu de faiblesse, quoi. Alors justement, Alexander, vous lui avez posé la question, il a construit cette victoire pas à pas. On va justement l'écouter sur comment il a construit cette victoire et pourquoi il a gagné justement, Alexander. Je savais que j'avais une chance à saisir, que j'avais un truc à faire. Voilà, et je voulais pas. C'est pas que je voulais pas laisser passer cette chance, mais voilà, je voulais. Comme j'ai dit, j'ai envoyé un message à un ami ce matin. Voilà, j'ai envie de jouer sous pression, j'ai envie de tester. J'ai envie de me tester et je voulais vraiment le prendre dans ce sens-là, à prendre du plaisir, mais à vouloir jouer sous la pression et pas avoir peur de jouer avec la pression. Et j'ai mis beaucoup d'intensité ce matin au putting parce que c'est un peu mon péché mignon entre guillemets sous pression. Et j'ai voulu vraiment me concentrer à me mettre dedans pour pouvoir réaliser ce que j'ai réalisé sur le parcours. Alors son maître mot, on le sait, on l'a entendu, il voulait se C'est tester. plaisir. C'est plaisir, mais il voulait surtout se tester sous pression. Ouais. Alexander, c'est ça qui l'a animé toute la semaine, notre Français. C'est ça qui l'a animé toute la semaine, d'une part parce qu'il a pris une demi-claque, ça il me l'a dit pendant cette WGC. interview, au WGC de Matchplay, il a pris une demi-claque en mode, voilà, il m'a dit je suis pas arrivé prêt pour cette épreuve, j'étais pas dedans, j'étais pas dans une bonne dynamique, et il avait à cœur vraiment de renverser un peu la vapeur et de se dire voilà, je vais au Trophée Hassan 2, je fais une semaine d'entraînement à Dubaï la semaine précédente et je fais bien les choses, je m'entraîne vraiment proprement, je mets beaucoup d'intensité dans ce que je fais. C'est vraiment ce maître mot, intensité. On l'a vu justement sur les réseaux sociaux où il disait qu'il s'était entraîné aux côtés de Justin Rose, qu'il avait pris justement une claque en s'entraînant à côté de ce... Et c'est ça qui est intéressant chez Alexander Levy, c'est qu'il n'a pas peur et il le dit, même à son niveau, il est quand même aujourd'hui 47e mondial. Il était étonné de l'intensité que mettait un Justin Rose parce qu'il s'est entraîné avant le WGC en Floride à Lake Nona et à Isleworth, donc deux gros nœuds de joueurs de très très haut niveau, et il a vu Justin Rose s'entraîner toute la journée pendant 10 heures avec une intensité de dingue et il nous a dit avec Rémi, il nous a dit mais j'étais scotché quoi, je pensais pas que c'était à ce point là quoi. Et justement, c'est cette claque qu'il a dit recevoir au WGC, ça l'a aidé, c'est un mal pour un bien, selon vous, Arnaud ? Ouais, il a dit qu'il avait senti que les autres fois, il s'était un peu relâché quand tout allait bien, quand il commençait à gagner. Et là, il a dit, je veux surtout pas me relâcher. On l'a vu d'ailleurs après son 69 le samedi, il est encore resté à putter. Voilà, il s'est entraîné, Martin l'a signalé avec Rémi, ils l'ont signé toute la semaine. Il bosse comme un fou maintenant, Alex Levy. Il sait que pour faire partie de l'équipe de Ryder Cup, et en tout cas pour grimper au classement mondial, il faut bosser plus que ce qu'il faisait jusque-là. Et il le fait, et ça paye. Martin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, Arnaud, il bosse, mais bon, j'ai presque envie de dire tous les joueurs du Tour bossent un peu. Mais il bosse peut-être dans le bon sens maintenant, mais c'est il ça ? bosse avec une vraie intensité et avec des vraies directions de travail très très précises, justement pour faire en sorte que son jeu soit performant et lui aille à lui, quoi. C'est pas juste bosser pour bosser, c'est pas accumuler les centaines de putts, les machins. Il y a vraiment une structuration, il y a vraiment une idée, il y avait une ligne directrice et il en sort pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors finalement, c'est pas étonnant de le voir performer, Alexander. Vous avez tendu, Martin, votre micro à Benjamin Hébert, qui lui non plus n'est pas surpris de voir Alexander à ce niveau-là. On l'écoute. Pour moi aujourd'hui, dans l'attitude, dans la façon d'aborder les tournois, dans l'entraînement et tout, il est de loin devant tous les Français. Et tant mieux, c'est une bonne locomotive. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à apprendre de lui. Je sais pas ce qui lui manque pour vraiment péter le cran au-dessus, et quand tu joues les Worlds, etc., tu vois, comme il a fait là, passer les poules, mettre des branlées aux autres, entre guillemets, et être mais sur le tour européen, en tout cas, c'est dans les 10-15 meilleurs sans aucun problème, quoi. Alors, Benjamin Hébert, qui l'a précisé, c'est devenu maintenant, Alexander, une locomotive pour ce clan tricolore. C'était pas le cas il y a quelques années. Alexander, il a vraiment pris une nouvelle dimension. Il a pris une nouvelle dimension il y a peut-être 2 ans de ça, où quand on le voit accumuler les victoires, quand on le voit prendre des décisions
vraiment courageuse pour le coup de se dire voilà, je me sépare de mon entraîneur de toujours, Alain Alberti, pour aller chercher le meilleur coach en Europe à son idée, à Pete Cohen, qui va chercher aussi Phil Kenyon, qui est une référence en matière de putting, qui entraîne en particulier Rory McIlroy, ça va faire sourire Arnaud évidemment, référence au précédent podcast, mais voilà, il s'entoure des meilleurs, il va chercher les meilleurs pour aller au plus haut niveau. Et il se met en danger, Ouais, il se met en danger, et ça aussi, ça va tirer les autres Français vers le haut, ça aussi, ça va les faire réfléchir, de voir c'est le seul, qu'il faut prendre des risques, C'est un peu le seul des Français à sortir un peu de sa zone de confort, Alexander. Mike aussi a été chercher un entraîneur étranger, ils le font. Avril avait fait un moment, été voir. Donc c'est pas le seul, mais en tout cas c'est sûr que les autres, ça va les faire réfléchir de voir ce que fait Alex, comme le dit Benjamin Hébert, il va tirer, en tout cas on l'espère, tous les autres joueurs français vers le haut en démontrant ce qu'il faut faire, comment il faut travailler. En tout cas c'est le seul qui joue en ce moment régulièrement les majeurs, les tournois aux US, les WGC. Et Alex, il le dit, on va l'écouter, justement qu'il apprend toujours, qu'il apprend beaucoup. Vous lui avez posé la question, il nous répond. J'ai pris conscience de certaines choses, de comment je pense que c'est en tournoi, il n'y a pas moyen de s'entraîner. Je l'ai encore vu cette semaine, entre les demandes, les machins, tu peux pas t'entraîner en tournoi. Et je pense qu'il faut venir prendre un tournoi et faire du jeu en tournoi. Et voilà, c'est une expérience supplémentaire que j'ai appris. Comme je te le disais, j'ai fait des choix et j'ai pris des décisions de faire intervenir Laurent dans le performance coach où il m'aide à m'entraîner et je l'ai utilisé toute la semaine dernière, il était là en début de semaine, on a pu mettre en place et ça m'a permis par exemple ce coup de fer 6 que je fais au 17, c'est un coup que j'ai tapé 300 fois la semaine dernière sur parcours à Dubaï où j'ai senti ce coup de fer 6 un petit fade pour aller chercher ce drapeau qui était posé sur un tout petit plateau. Et voilà, c'est des choses que c'est un coup que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois et je me suis dit vas-y, fais-le maintenant, c'est le moment de te tester quoi. Alors Alexander, il nous parle de performance coach avec ce fameux Laurent, précisez-nous un peu, Martin. Laurent, c'est Laurent Cabane. Laurent Cabane, c'est un pro golf de Molietz qui a entraîné entre autres Benjamin Hébert, qui s'occupe, je crois, de Franck Do, de Mathieu de Cotigny-Lafont. Et c'est quelqu'un qui intervient depuis une grosse année auprès d'Alexander. D'abord, en fait. Il faut dire aussi que Laurent et Tom Elling, le caddie d'Alexander, sont très copains depuis des années et travaillent ensemble assez régulièrement aussi. Donc le lien a été assez naturel vers Alexander, qui l'a sollicité, donc Laurent Cabane, en sa qualité de maître du trackman, de mettre des chiffres et des données, pas forcément pour mettre trop de chiffres et baisser les spins et aller se, entre guillemets, pignoler sur toutes ces données-là, mais vraiment pour essayer de quantifier les effets du vent, de quantifier lui il sent telle balle, elle est un petit peu plus haute que les autres, est-ce que c'est le cas? C'est vraiment pour une sorte de... Est-ce que c'est pour donner confiance aux joueurs, c'est ça, c'est ce performance coach, s'appuyer sur les chiffres, tout ça? Ah oui, c'est sûr que vous vous basez sur des données effectives et vous n'avez plus aucun doute quant à savoir quel coup était bien tapé et pour quelle raison. Oui, c'est pour le mettre dans le jeu. Voilà. J'avais été le voir pendant 2-3 jours à Molietz, j'avais eu la chance justement de les voir travailler ensemble. On doit pouvoir retrouver la vidéo sur l'équipe.fr, on la remettra en avant pour voir de quoi on parle, mais c'était ultra intéressant de voir comment justement ce type de joueur-là, qu'est-ce qu'il recherche auprès de ce type d'entraîneur-là, quoi. Et c'est vraiment cette notion de jeu pur, de faire des trajectoires, de confirmer que voilà, ce petit fade haut là, il va bouger de 1 mètre à gauche ou 1 mètre à droite en fonction du vent. Voilà, c'est ce degré de détail là en fait que va chercher Alexander. Pour qu'il puisse tenter ces coups-là, justement, il le disait, c'est ce coup de fer 6, j'ai tenté des dizaines de fois en entraînement pour qu'il puisse passer le cap et le tenter en compétition. Voilà, et le tenter et le réussir. C'est ça qui est génial, c'est de le tenter et de le réussir. Déjà d'oser de le tenter à ce moment-là du tournoi, parce qu'il fallait faire birdie à ce moment-là du. Racontez-nous un peu ce coup. Il venait de faire boguer. Il venait de faire boguer. Rémi était juste à côté. Rémi, je pense que tu peux raconter ça. Rémi, racontez-nous ce coup de fer 6 justement d'Alexander Levy au trou numéro 17, c'est ça? C'était le dernier jour, le dimanche. Au 17, donc il venait de faire boguer au 16, il s'était plugué dans le bunker au 16. Donc il l'a dit après en interview, il cherchait à tout prix à faire un bon bogey et à voir ce qui se passait pas par la facile suite. Son bogey déjà au 16. C'était pas facile, ouais. Un premier putt en descente gauche-droite et ensuite le deuxième qui rentre de bon mètre. Et donc il arrive au 17 avec la nécessité de se détacher puisqu'il avait plus qu'un coup d'avance sur les 4 qui étaient derrière à -6. Et donc il se retrouve, il discute rapidement avec Tom pour savoir
un petit peu. La stratégie adoptée Non, tout simplement juste la distance. Enfin, Tom lui donne un speech très basique sur ce qu'il faut faire pour son coup. Et Alex prend très peu de temps pour frapper. Il se prépare. La balle qui monte effectivement une balle très haute et qui avec retombe, ce fameux coup de fer 6. Ce fameux coup de fer 6 voilà, qui tombe. Juste avant, il y avait un des repos. joueurs à -6, justement, je sais plus lequel c'était, qui était au même endroit, enfin, qui est tombé quasiment au même endroit qu'Alex et qui a fini, on en parlait avec Martin tout à l'heure, qui a fini à 15 mètres de là. Donc le coup, enfin, ce coup-là était vraiment très chaud. La zone de réception, c'était un coup, c'est là où il dit que ça avait la valeur d'un majeur, c'est que c'était vraiment un coup comme à Augusta, quoi. Il y avait un plateau de quelques mètres carrés pour poser sa balle. Ça s'est joué à quelques centimètres, c'est resté. C'était le plateau le plus haut, en fait. C'était le plateau le plus haut du green, voilà. Et après ça descendait. sur... Et s'il ratait le plateau, il se retrouvait à 15 mètres. Le birdie était à oublier et c'était plutôt deux potes pour le par. Est-ce que c'est un peu un coup qu'on avait vu d'Alexander comme il avait fait en Chine quand il avait gagné son premier tournoi? Je crois que c'était au trou aussi numéro 17 où il avait passé l'eau, il avait... Non, pas vraiment. Ouais, c'est le même genre d'intensité en fait. C'est pas le même genre de coup, c'est le même genre d'intensité dans ce moment précis. Et c'est sur ça qu'à mon sens, Alexander, il a un tout petit truc en plus des autres Français en particulier. C'est cette faculté qu'il a sous pression et quand il faut sortir le coup. Mais en plus, il adore ça, Alexander. Il adore ça, mais il vit pour ça. Ça se voit qu'il adore ça. Depuis le départ du 1 jusque-là, il adore ça. Ouais, mais on en a suffisamment signalé, notamment moi à ce micro. Il n'arrivait pas à passer ce cap, notamment de rentrer dans les 50, de gagner quand il fallait. À chaque fois, il s'était un peu planté pour passer ce cap. Et ben là, on a vraiment l'impression, mais encore une fois, par l'intensité, par le travail, qu'il est en train de passer, ce cap. Visiblement, il a réussi une première fois dimanche, et la suite, effectivement, comme le disait Martin au début, ça s'annonce très très bien. Alors, quand on regarde un peu le début de sa saison, 6 tournois sur le Tour européen, 1 victoire, 2 top 5, 1 top 10. Il est pour le moment 9e de la race. Il est en pleine bourre, tout simplement, Alexander. 5 victoires sur le Tour européen. Est-ce qu'il peut et même venir titiller Thomas Levet et ses 6 victoires et dépasser? Il y avait une stat aussi du Tour européen qui disait que c'était le seul joueur à avoir gagné en 2016, 2017, 2018. Il est lancé, Alex, il va gagner peut-être pas un tournoi tous les ans, mais pourquoi pas plusieurs cette année. C'est évident qu'il va dépasser Thomas Levet, c'est une certitude. C'est en 138 départs qu'il a atteint ses 5 victoires, il en a fallu 562 à Thomas Levet pour arriver à 6, donc c'est évident qu'il va toujours pareil, c'est blessure, mais il va le doubler, c'est une certitude. Alors vous l'avez dit, il est pour le moment 47e mondial, son meilleur classement en carrière. Bon, il est encore loin du 15e rang mondial de Victor Dubuisson. Est-ce que le plus dur commence pour Alexander au final, messieurs? Rentrer dans le top 50 c'est bien, mais y rester c'est encore mieux. Est-ce que c'est le plus dur, le plus dur du travail est fait, ou alors le plus dur commence? Le plus dur continue. En fait, c'est ni ça commence ni ça finit. Voilà, c'est un travail qui dure depuis 1 an ou 2 avec des petits bas. Voilà, il s'en est pas caché. Il a dit voilà, il y a des moments j'ai manqué d'intensité, j'ai manqué de rigueur dans certains de mes entraînements, que ce soit physique, technique, mental ou quoi qu'est-ce. Là, il commence à toucher du doigt ce dont il rêve depuis tout gamin. Il commence à se rendre compte de ce qu'il faut faire clairement et concrètement pour aller titiller ce très haut niveau mondial. Il voit que quand il le fait, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça continue pas dans ce sens-là. Je veux dire, c'est un travail d'une régularité, d'une rigueur qui est. Ça a été un déclic à Hassan 2 là ou pas du tout? Ah oui, bien sûr que c'est un déclic. Encore une fois, il a gagné. Martin, vous n'êtes pas d'accord sur un parcours de majeur? Il rentre dans les 50. Moi, je considère, il a fait le plus dur. Il a fait le plus dur. Une première partie, évidemment, le plus dur continue. Il faut, pour passer en rider, et il va falloir continuer à grimper. Mais en tout cas, on le sait, en golf, c'est quand même plus dur de monter que de se maintenir. Il est dans les 50 premiers mondiaux. Il va jouer le Players la semaine mi-mai. Voilà, il va jouer l'US Open. Ça, c'est fait. Jusque-là, il butait tout le temps sur ses 50 premiers mondiaux. Là, il est en train de s'y installer. Il a quand même fait une première partie du chemin. Après, c'est sûr qu'encore, c'est toujours pareil. Pour grimper, il va falloir encore travailler plus et encore être. Martin, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas un déclic. Non, c'est pas le déclic. Il est pas là. Le déclic, il est beaucoup plus tôt. Le déclic, il se fait quand il choisit de faire voler en éclats les structures confortables qu'il avait, alors qu'il avait déjà 3 victoires sur le tour. Voilà, un Français à ses côtés, tout va bien, un bon caddie, une belle vie, machin bidule, et d'un seul coup, il se dit non, c'est pas ça dont j'ai envie. Je vais aller beaucoup plus haut que ça. Je prends des risques, j'y vais. Le déclic, il est là. Après, évidemment, il faut que ça prenne, et ça a pris l'an dernier en Chine et ça prend cette année au Trophée Hassan 2. Mais pour moi, c'est le tournant, il est pas là. Ça, c'est pas un déclic, c'est une conséquence de ce déclic. Pardon, sauf que encore une fois, on le disait, il lui manquait un petit déclic à Alex parce qu'à chaque fois, il butait pour le top 50 mondial. Pour le top 50 mondial, même pour les 20 premiers européens, à chaque fois, il y avait une petite catégorie, ou les 10 premiers européens, il y avait une petite catégorie qui lui échappait. Encore le Masters cette année lui a échappé. À chaque fois, il y avait ce petit truc où on se disait, est-ce qu'il arrive l'année dernière au British Open, il commence très bien et puis il finit mal son premier tour.
à chaque fois, on le disait, Alex, ça tournait pas comme il voulait. Voilà, il lui manquait. On se disait, est-ce qu'il est capable de... Maintenant, on sait qu'il est capable de. C'est sûr que ce qu'il a fait il y a 2 ans, c'est là que ça tout s'est enclenché. Mais chaque victoire, chaque bon résultat valide sa stratégie. Alors justement, Rémi Rivière, vous avez pu avoir Romain Langasque après la victoire d'Alexander Lévy. Alors pour Romain Langasque, il manque qu'une chose à Alex, c'est des grosses perfs en majeur. On l'écoute. Je pense que ça fait maintenant quelques temps qu'il est devenu plus qu'un joueur lambda du circuit européen, qu'il est devenu une référence. Et voilà, il a beaucoup travaillé, il a changé beaucoup de choses ces dernières années dans son entourage, dans sa façon de s'entraîner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de payer. Et c'est Alex, quand il faut être là au 17, quand il faut mettre le coup de fer. C'est Alex, c'est sa façon de jouer et c'est un régal. C'est quelqu'un qui a une super attitude. C'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Il y a une Ryder Cup qui est en France dans quelques mois et s'il y a Alex qui est dans l'équipe de Ryder Cup, ça peut être que énorme, quoi. Donc voilà, j'espère juste que ça va se débloquer, qu'il va arriver à nous faire des belles choses dans les majeurs, parce que c'est la seule chose qui lui manque pour l'instant. Et puis après, voilà, il n'y a pas de raison qu'il vienne pas un des plus gros joueurs au monde, et j'espère, parce que c'est un de mes meilleurs amis, et j'espère que ça va envoyer du lourd, quoi. Alors cette grosse perf en majeur, justement, c'est ce qui manque à Alexander pour pouvoir prétendre à une place en Ryder. C'est sûr, de toute façon on disait qu'il lui manquait au-delà de la grosse perf, déjà il lui manquait un résultat en majeur. Mais on n'arrêtait pas de le dire que c'est ce qui lui manquait, c'est sûr que... Et on va l'attendre, mais en-delà des majeurs, déjà il y a le Players qui est de 5e majeur. Ça commencera là, déjà. En tout cas, Thomas Bjorn l'a félicité. C'est un signe pour vous, messieurs, où il observe tout, il regarde tout. Il était déjà en Eurasia Cup, Alex Lévy, donc c'est qu'il était déjà dans le viseur de Thomas Bjorn. Et voilà, Thomas Bjorn avait raison. Alex Lévy est tout proche, en tout cas pour l'instant, des qualifiés, même s'il reste beaucoup de chemin. En tout cas, il s'est grandement rapproché. Alors pour le moment, il est 9e au point européen, justement, Alexander. Mais quand on regarde le classement, là pour l'instant, il est Tyler Hatton, Justin Rose, Jon Rahm, Ross Fisher, Rory McIlroy, Fleetwood, Garcia, Noren. Il y a quand même encore du beau monde derrière. Ça va être compliqué de se qualifier pour cette Ryder. Ce qui est rigolo, c'est qu'on on s'emballe tous, et à juste titre, parce qu'on a vraiment... Parce qu'il est français et qu'on a envie qu'il soit là. Mais en plus, parce que c'est un super bon joueur et qui pourrait apporter une folie douce au golf national, en plus en étant évidemment français, mais encore plus sur le jeu. Ce qui est rigolo, c'est que lui, il s'enflamme pas par rapport à ça. Il est je le trouve assez lucide. Est-ce que c'est une position qui se donne pour pas se mettre de pression? Oui, je me doute qu'il y a un peu de ça, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est assez franc du collier et qui nous l'a dit en début de semaine avec Rémi quand le mercredi on le suit pendant sa partie de reco et je lui dis bon, alors évidemment tu vas avoir encore des mots Ryder et Cup qui vont te buzzer dans les oreilles. Il me dit non mais oui, ok, d'accord, bien sûr, je suis conscient de ça, mais sauf que moi je suis au courant que si je veux être dans cette Ryder Cup, il faut au minimum que je sois top 30 mondial. Voilà, lui il sait que la barre elle est là, quoi. Et ce qu'il le disait qu'il y a quelques temps, qu'il ne se sentait pas pour le moment avoir le niveau d'être oui, joueur de Ryder Ryder Cup. Mais là encore une fois, il est 47e, il n'a jamais été classé aussi haut. Il est rentré dans ces fameux 50 premiers mondiaux. Il va jouer tous les gros tournois maintenant jusqu'à la fin de l'année, en tout cas les 3 derniers majeurs et le Players. Il se donne toutes les cartes en ce cas pour pouvoir... Voilà. Et encore une fois, effectivement, il faudra être dans les 30 premiers mondiaux. Quand on voit le classement, il faudra être dans les 30 premiers mondiaux. Elle est peut-être 35e, il y aurait une petite chance, mais en tout cas, c'est là que ça va se situer. Alors la prochaine étape pour Alex, c'est la Chine. C'est cette semaine, le Volvo China Open qu'il connaît bien, parce qu'il est le tenant du titre, le français. Ouais. Une deuxième victoire de suite d'année en année, mais même deuxième victoire de suite sur le circuit. C'est possible selon vous, où il est un peu cramé, l'Alex? Comment ça se passe? C'est une excellente question qu'il faudrait lui poser. On le rappelle, le dernier doublé sur le tour date de 2016 avec les deux victoires de suite de Wang, au Hassan 2 et à Maurice. Il y avait déjà le Hassan 2. Donc c'est possible. Non, mais évidemment, et il est tenant du titre, donc bon. Ouais, et puis c'est un parcours qu'il apprécie beaucoup et il est bien arrivé. Il vient de non, puis en plus, il n'a pas beaucoup joué depuis le début, même si effectivement il s'est fatigué. Il disait qu'il était cramé au Hassan 2. Il a quand même pas beaucoup joué depuis le début de la saison, donc il est quand même normalement plutôt frais. Après, il faut quand même aller jusqu'en Chine, encaisser le décalage horaire. Là, ça peut être un peu compliqué. Martin, un dernier mot sur Alex. Allez. Allez, une petite info avant de parler de Victor Dubuisson pour vous signaler que Lee Westwood, 45 ans, est redescendu au 100e rang mondial et il sera même hors du top 100 la semaine prochaine. C'est une première pour l'ancien numéro 1 mondial depuis le septembre 2003. Westwood fait même partie du cercle très fermé des joueurs qui ont passé plus de 1000 semaines dans le top 100 planétaire. C'est une réaction, messieurs. C'est un peu comme Vijay Singh. Enfin voilà, on sent le. Après, une légende qui glisse doucement. Oui, qui glisse doucement. Mais bon, Mickelson, il était en train de sortir du top 50 mondial et on disait la même chose. Et puis voilà, donc il faut quand même se méfier de l'eau qui dort. Ouais, et puis il faut se méfier. Et c'est les grandes équipes ne meurent jamais, les grands champions non plus. Donc voilà, attendons avant
avant de parler de la fin de la carrière, du début de la fin de la carrière de Lee Westwood. Ouais, Lee Westwood en rider, c'est quand même assez improbable, même en pix. On vient de parler des 30 premiers mondiaux. Quand on glisse du top 100 mondial, hors du close top 100 mondial, c'est sûr que là, ça devient compliqué. Allez messieurs, un mot sur Victor Dubuisson. Le Français s'est scratché au Maroc et a annoncé qu'il sera absent du Tour pour les 6 prochains mois. La raison, une opération pour un problème d'oreille interne. Pourtant, il avait l'air de s'être bien préparé, le Français. Nous avions eu son entraîneur la semaine dernière qui nous avait confirmé que Victor faisait tout pour revenir à son meilleur niveau. C'est un peu décevant, non, de ne pas voir Victor finalement. Messieurs, une réaction. C'est Martin qui était au Maroc. Non, mais c'est Martin qui était au Maroc, je laisse parler moi. Oui, évidemment que c'est décevant. On en a parlé longuement pendant le podcast de la semaine dernière qui était consacré à ce sujet-là. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est évidemment que oui. Voilà, surtout qu'on l'attendait tous, on avait envie de voir après son cut raté en Espagne. Parce que Victor, voilà, point barre. Il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer à part juste en disant parce que Victor, parce que ce bonhomme-là, il est imprévisible au sens propre du terme et qu'il est génial au sens propre du terme sur les parcours. Et que pour l'instant, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. Et que pour l'instant, c'est le meilleur joueur français de tous les temps, ouais, mais il a moins de victoires. À part peut-être Arnaud Massy. Massy Palaiso même. Mais ouais, c'était dur de le savoir pas en forme en fait. Voilà, à la limite, bon, qu'il ait des soucis perso, évidemment, ça le regarde et c'est regrettable. Je tire pas sur l'ambulance, c'est pas mon genre. Mais ce qui est compliqué, c'est de le voir absent pendant une aussi longue période, quoi. Non, mais surtout une année de Ryder Cup où on comptait tous sur lui. On sait qu'il en est capable, on sait qu'il est capable de surprendre tout le monde, donc. Ouais, comment ça a été perçu sur le tour il y a eu des murmures, on en a forcément parlé, les joueurs français en ont forcément parlé. Très rapidement, en fait, la rumeur qui était en fait une véritable information de sa demande d'exemption médicale et donc de son vrai souci physique nous arrivait aux oreilles quasiment quand on a mis les pieds à Rabat avec Rémi. On discutait avec des caddies, on discutait avec des gens du tour, on discutait avec plein de gens d'horizons différents et de fonctions différentes et ça revenait pas mal, donc ça devenait de plus en plus inquiétant. Puis la nouvelle est tombée. Puis la nouvelle est tombée, ouais, le jeudi ou le vendredi, je sais plus, et en fait de la part du tour, donc de la confirmation de la demande d'exemption et non pas de l'obtention de l'exemption, ce qui faut attendre la fin de l'année, c'est ça, pour attendre septembre-octobre. Il y a la commission dédiée à ce genre d'exemption qui statue en septembre-octobre. Mais vu son statut d'ancien joueur de rider, normalement ça devrait le faire. Ça devrait. Si c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait des preuves un peu tangibles de sa blessure, etc. Mais a priori, il n'y a pas de raison d'en douter plus que ça, quoi, ou d'en douter tout court. Allez, affaire à suivre. Allez, avant de se quitter, on accueille Rémi Rivière. On retrouve Rémi Rivière pour sa traditionnelle fantasy. On le rappelle, vous êtes de plus en plus nombreux à jouer sur notre ligue Journal du Golf. Alors Rémi, rassurez-nous, est-ce que nous avions bien joué Alex Lévy la semaine dernière ? Absolument, Jean-Philippe. Nous avons joué bravo Alex Lévy. Eh oui. Bon, allez, pas un gros pari, mais on l'avait joué. En tout cas, il était dans notre équipe. Allez Rémi, un point sur le classement. Alors je vous avais parlé il y a 2 semaines de François Leduin, c'était le leader de notre ligue, je sais pas si vous en souvenez messieurs. Non. Eh bien en 2 semaines de tournoi, François a conforté son avance puisqu'il a pronostiqué les 2 champions du tour, Jon Rahm en Espagne et Alexander Lévy au Maroc. On écoute sa réaction à François. Et puis, je suis bien content d'avoir cru en lui ce week-end. Je l'ai mis en capitaine, j'avais un petit peu hésité avec Peters en me disant voilà, c'est les deux meilleurs mondiaux, mais Peters ne joue pas super bien en ce moment. Donc je me suis dit allez, je crois en Alexander, il va le faire et j'ai eu de la chance parce que ou pas, mais en tout cas ça a fonctionné. Donc François possède déjà 1 million d'avance sur son poursuivant, donc on a affaire à un gros et surtout Rémi, je crois qu'Arnaud a une réaction. Oui, allez-y Arnaud. On l'avait mis en capitaine ou pas, parce que je vous trouve pas très euphorique. On l'avait pas mis en capitaine. Voilà, c'est pour ça que vous n'étiez pas euphorique. Voilà. Mais bon, ça nous a fait des points quand même, sans être capitaine. Enfin bref, donc le leader de notre ligue, lui par contre, c'est un gros poisson, il est 12e du classement mondial. Donc c'est un classement qui regroupe tous les fantaisies du Tour européen. Chapeau à toi François. Quant à nous, on remonte à la 231e place. C'est pas mal. Le meilleur classement en carrière, ça. Et c'est pas mal. C'est peut-être pas le meilleur classement, mais bon. On attend surtout, on attend avec impatience les Rolex Series pour que nos talents de pronostiqueurs éclatent au grand jour. Espérons que le surdoué français nous file quelques conseils. Cette semaine, le Tour s'envole vers l'Empire du Milieu et le Volvo China Open. Alors justement, on va écouter les pronostics de François. J'hésite entre 2. Je sens bien 2 joueurs et Alexander. Qui aime ce tournoi. Le Volvo, là-bas, il a déjà gagné 2 fois. Même quand il gagne pas, il joue bien.
Donc s'il est sur sa lancée, pourquoi pas. Ou Lee Atang, qui a déjà gagné ce tournoi et qui joue bien en ce moment aussi. Donc j'hésite un peu entre ces deux-là pour le vainqueur de ce week-end. Puis après, à côté, moi Benjamin Hébert, je le sens bien aussi ce week-end. Il joue bien Benjamin en ce moment. Puis après, il y a 2-3 classiques sur ce tournoi et en fonction du classement mondial et des états de forme du moment. Wiesberger, pourquoi pas. Il aime bien aussi ce tournoi. L'Espagnol Campillo qui joue très bien en ce moment. Depuis 2 tournois et pourquoi pas concrétiser et Kiradec parce que pas un local parce que c'est pas il doit connaître le parcours et je l'aime bien même si c'est le joueur de match-play par excellence il peut aussi faire de bonnes choses sur des tournois classiques mais au fond de moi le doublé d'Alexander serait quand même génial même malgré en plus avec ses conditions cette annulation de vol, ça serait juste magique. Et le voir potentiellement après la Ryder Cup derrière me serait encore plus rêvé, ça serait super. Quoi. Alors, je vais donner notre équipe Jean-Philippe, ça va être la même, non ? Pour éviter les remarques des mauvaises langues, je tiens à préciser qu'on a sélectionné notre équipe avant celle de François, je tiens. De toute façon, on ne peut pas vérifier. Donc, notre capitaine sera Haotong Li, qu'on pourrait appeler local de l'étape si le tiers du champ n'était pas chinois, ce qui est le cas. Comme François. On prend le Belge Thomas Deutry, qui a signé un top 20 au Maroc, l'Espagnol Pablo Larrazabal, 3e l'an dernier, et l'Autrichien Bernd Wiesberger, 4e l'an dernier. Ils sont dans notre équipe. Et comme François, on sélectionne ce bon vieux Kiradec, et puis Alexander Lévy, évidemment, champion en titre. Allez, merci à vous Rémi, on va suivre ça avec intérêt, une Fantasy League que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Journal du Golf. Alors messieurs, un petit pronostic sur la place d'Alexander, le doublé, pas le doublé, le titre, pas le titre, top 5. Benjamin Hébert, ça vous a plu Martin ? Benjamin Hébert, ça m'a beaucoup plu au Maroc, ouais. Benjamin Hébert, ça swing bien, ça a des trajectoires très très neutres, ce qu'il recherche lui depuis un bout de temps. Après, ouais, ça se goupille pas forcément en termes de, c'est un peu coincé le dimanche. De scoring, ouais, surtout le dimanche, malheureusement. Mais non, je l'ai trouvé bien en place, le Benny. Donc, plus Benjamin qu'Alexander pour vous, Martin, ou j'en sais rien. Vous n'avez pas. Je n'ai pas vu le parcours, je ne connais pas les conditions. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de se mouiller comme ça, pif paf pouf, et de le jeter une pièce en l'air. Mais pareil, je vais laisser Arnaud faire ça. Il y aura beaucoup d'humidité. Moi, j'aime bien jeter les pièces en l'air. Moi, tout dépendra du. Cette annulation de vol, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour Alex. Il est bien arrivé. Si ça se confirme. Tu veux une info Oui, pif paf pouf. J'ai reçu un texto de Alexander au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. Il est bien arrivé, tout va bien. Il est bien arrivé, mais s'il arrive 24 heures après. Est-ce que ces clubs sont arrivés aussi ? Il vous fait des bisous. Voilà. Donc moi je dirais que top 5 parce qu'il a perdu 24 heures et que ça va lui coûter la victoire. Et Tiger Woods, quelle place ? Non, je plaisante. Allez, c'est vous êtes drôle, Jean-Philippe. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci à Hugo Ponce pour la réalisation. Et au revoir, Hugo. Et au revoir, Hugo, qui va nous quitter. Merci pour tout. Hugo. Voilà, à bientôt, Hugo. Bonne route. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Mais sans Salut, Hugo. Mais sans Hugo. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.